Nous allons passer au sang, la transfusion, avec d'une part Madame Catherine Imbrecht, donc hématologue, travaillez à l'EFS depuis une dizaine d'années. Vous êtes responsable de la surveillance de la sécurité transfusionnelle. Et vos topics, c'est un petit peu l'innovation dans la production des PSL et dans la coordination transfusionnelle en situation de AMAVI. Avec le professeur Julien Potcher, donc donc chef du pôle ARMPO des HUS, membre actif du GIT, on s'est connu à nos nombreuses réunions au sein du GIT, et dans le comité scientifique du corps AMAVI. À vous de parler du sang. Merci beaucoup, Paul. Comme tu le soulignais, Catherine et moi sommes deux locaux de l'étape et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Strasbourg. On va réaliser cette présentation à deux voix. Je ne parlerai pas beaucoup, un petit peu au début, un petit peu à la fin, et puis ce sera surtout Catherine qui abordera, je pense, les points principaux. Donc, comme vous l'avez vu, notre intervention va essayer de se focaliser sur les points de fragilité pour tout ce qui concerne la transfusion dans une situation d'accueil, d'afflux massif de victimes. Alors, on est confronté, vous le savez, à des contraintes temporelles, et notamment lorsqu'on accueille de nombreuses victimes hémorragiques. Il a été montré dans les contextes civils et militaires que finalement l'échelle de temps est extrêmement courte et que le temps médian avant décès d'une victime qui décède d'exsanguination est particulièrement rapide, particulièrement court et habituellement inférieur à 3 heures. Et donc, dans cette échelle de temps, il faut mettre en place un ensemble de pratiques soignantes, mais également une chaîne logistique particulièrement contrainte. Et elle est d'autant plus contrainte que finalement la doctrine de Damage Control Resuscitation, qui va s'attacher à restaurer au plus tôt les capacités procoagulantes du sang, va être particulièrement exigeante pour essayer de contrôler les 3 composantes de la triade létale qui sont représentées par l'acidose, la coagulopathie aiguë post-traumatique et l'hypothermie. Et pour la combattre au mieux, eh bien, il nous faut tendre vers des ratios transfusionnels élevés qui se rapprochent au plus près de la composition du sang total, ce qui va nécessiter une dotation importante en concentré érythrocytaire, en plasma et également en unités plaquettaires. On sait maintenant, depuis la publication des études PROMPT et PROPER, que finalement cette approche-là de transfusion massive permet une réduction des décès par exsanguination. Et associée à une hypotension permissive et à l'administration précoce d'un médicament qui s'appelle l'acide tranexamique, eh bien cette stratégie permettait de limiter le nombre de décès hémorragiques. Donc nous allons voir ensemble comment faire face à cette double contrainte de temps, soignante et logistique. Alors quand on parle d'apporter les bons ratios entre les concentrés érythrocytaires, les plasmas frais congelés et les plaquettes, la Haute Autorité de Santé aujourd'hui base ses recommandations sur la littérature issue effectivement du monde civil et militaire, et en particulier des plaies pénétrantes et des polytraumatisés. Donc pour la première ligne de prescription de produits sanguins pour un patient qui est victime d'une hémorragie massive, on dit habituellement que la première ligne doit comporter des concentrés de globules rouges et du plasma pour un ratio qui va entre 2 CGR pour un plasma jusqu'à 1 CGR pour un plasma. Et dans un souci de simplification en fait, de la réflexion et de rapidité de la prescription, la plupart des équipes aujourd'hui ont des prescriptions strictement équivalentes en nombre d'unités de globules rouges et de plasma. Donc en fonction de la corpulence du patient, ça peut être 3 CGR, 3 plasmas ou 4 CGR, 4 plasmas pour la première ligne. L'autorité de santé recommande également, dès la deuxième série de prescriptions, de rajouter à ce ratio 3+3 ou 4+4 un concentré plaquettaire. Et donc là, j'aimerais éclaircir un peu ce que les anglo-saxons appellent le ratio 1-1-1. Le ratio 1-1-1, c'est globules rouges, plasma, plaquettes. C'est en fait, le dernier 1, c'est les plaquettes, c'est la quantité de plaquettes correspondant à celle qu'il y a dans une poche de sang total au départ, donc dans un don.
Donc aujourd'hui, on dit un ratio 1-1-1 pour les anglo-saxons, c'est en fait 0,5 10 puissance 11 plaquettes, la quantité de plaquettes qu'on retire d'un don de sang total au moment de sa séparation en 3 fractions. Donc l'équivalent dans les produits que vous avez en France et que vous pouvez prescrire, c'est en fait 4 CGR, 4 plasma, un concentré plaquettaire dont le contenu moyen en France actuellement fait entre 3 et 3,5 10 puissance 11. Donc quand vous prescrivez ça, vous respectez le ratio 1-1-1 des Américains. C'est important pour comprendre la littérature. Donc ce serait pas le 1-1-1, c'est pas 4 CGR, 4 plasma, 4 plaquettes. Et puis dès la 3e, la 4e série, à chaque fois, on va rajouter des plaquettes à la prescription, sachant qu'à chaque série, là, vous êtes dans un équivalent de plus de 2 litres de volume sanguin. Que nous ont appris les récents attentats par arme à feu, notamment à Paris en 2015 et à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. On sait que le délai de sécurisation par les forces de l'ordre de la zone d'attentat ne permet pas de transfuser pendant au moins 30 minutes et plutôt 60 minutes. Les patients hémorragiques les plus graves n'arriveront malheureusement pas à l'hôpital. Parmi ceux qui arrivent vivants à l'hôpital et qui sont triés comme étant des urgences absolues, l'expérience cumulée des Néo-Zélandais et des Parisiens montre qu'il faut entre 8 et 10 produits sanguins labiles pour prendre en charge cette urgence absolue dans les 24 premières heures. Là aussi, pour faciliter la réflexion, je pense que le plus simple, c'est de se dire une urgence absolue, 10 PSL. Je vais avoir besoin de 10 PSL pendant les 24 premières heures, avec une répartition qui est grosso modo de 5 kg globulaires, 4 plasmas, 1 concentré plaquettaire. Et ceci permet d'anticiper les besoins et donc le réapprovisionnement des sites qui vont délivrer les produits sanguins. Par ailleurs, en termes de timing, l'expérience parisienne a montré que le pic de besoins transfusionnels était entre H5 et H9. Ça, c'est lié en fait à la sécurisation du périmètre des attentats, puis à l'acheminement progressif d'un patient après l'autre. Donc on a largement le temps de décongeler du plasma. Ça, c'est un message clé. Et on a également, parmi ces victimes qui ont été transfusées, des volumes de perte sanguine supérieurs à 1 litre qui nécessitent l'apport de plaquettes. Vous comprenez d'emblée que l'éligibilité à l'accueil d'une masse de victimes d'urgence absolue dans un établissement de santé va être tributaire du maillage territorial du sang dans la zone et donc de la présence de plaquettes dans cet établissement et également la capacité de réapprovisionnement du site. Donc j'en viens à cette éligibilité. Et je pense que là, c'est le premier point de fragilité, c'est de l'avoir surévalué par rapport au maillage territorial du sang en France. Si votre établissement de santé, et je pense que la plupart d'entre vous travaillez dans des établissements de première ligne, si dans votre établissement de santé, il y a un site de l'EFS qui fait de la délivrance, comme il y en a 140 en France, il y a des plaquettes sur place, mais pas toujours dans les mêmes volumes. À Charleville-Mézières, il y a 3 concentrés plaquettaires, c'est le stock cible. À Necker, il y en a 25. Ce n'est pas tout à fait la même capacité immédiate d'accueil. Si c'est un établissement de 2e ligne qui n'a pas de site de l'EFS, mais qui a un dépôt de délivrance hospitalier comportant un stock de concentrés globules rouges et de plasma, mais pas de plaquettes, qu'il n'est pas trop loin d'un site de l'EFS, on peut envisager d'accueillir un nombre limité d'urgences absolues hémorragiques de l'ordre de 4 à 5. Et enfin, si l'établissement n'a pas de dépôt de sang ou un tout petit dépôt de sang d'urgence ne comportant que entre 3 et 8 concentrés globules rouges hauts et parfois même pas de plasma, ce n'est pas un établissement qui est éligible à un afflux massif de victimes hémorragiques. Donc ça, c'est le premier point d'alerte. Bien réfléchir avec votre établissement français du sang de proximité, quelle est la capacité d'accueil en termes de produits sanguins. Deuxième aspect, ce serait de mal déterminer la capacité, le volume de victimes au démarrage. J'aimerais insister sur l'importance que la cellule de crise de l'établissement français du sang du secteur soit associée le plus tôt possible à la cascade de signalement, de déclenchement en fait, du plan blanc, parce qu'on a besoin en fait, de déclencher, nous, notre cascade de réapprovisionnement du sang. Et la communication doit être précoce et répétée. Si vous nous dites il y a 5 urgences absolues, ce n'est pas la même chose que s'il y en a 30, s'il y en a 50. Et deuxième aspect, c'est où ces victimes vont-elles être orientées. Si elles vont toutes au même endroit, s'il y en a 30 au même endroit, le réapprovisionnement de PSL doit arriver à cet endroit. Si elles sont dispatchées sur 4 ou 5 hôpitaux, il faut que les produits arrivent là où vont les victimes.
Donc, deuxième fragilité, un défaut de communication au démarrage de la crise et de façon répétée au moment de la montée en capacité. Troisième aspect, je reboucle avec une présentation plus tôt dans la matinée, l'identification des victimes, celle qui a lieu au sein même de l'établissement de santé d'accueil, d'avoir à l'avance des dossiers avec des planches d'étiquettes préétiquetées, avec des identités provisoires, avec des bracelets préétiquetés, permet d'aller vite, d'identifier tout de suite les victimes en intra-hospitalier et de prescrire des examens biologiques, dont les groupes et les RAI, et de prescrire nominativement des produits sanguins. Plus tôt les victimes sont identifiées, plus tôt la cascade de groupage va pouvoir se mettre en route. Ça permet d'éviter les doublons entre plusieurs exercices ou entre un exercice et un événement réel. Ça permet aussi d'éviter les réidentifications de victimes au sein du même hôpital. C'est arrivé à Nice, c'est arrivé à Strasbourg, c'est arrivé à Paris. Donc des victimes qui ont été identifiées dans la salle d'accueil des urgences absolues, puis réidentifiées au bloc, puis réidentifiées en réanimation. Et là, on se retrouve avec des doublons, des triplons, et on ne sait plus qui on transfuse. Donc si je reviens sur ces groupages et ces RAI, à l'arrivée du tube au laboratoire, il nous faut 30 minutes pour faire un groupe, 45 minutes pour faire un examen de recherche d'anticorps irréguliers. Si les groupes sont faits à l'arrivée, on va pouvoir beaucoup plus rapidement passer en transfusion isogroupe et donc limiter la pression de stock sur les concentrés de globules rouges de groupe O et les plasmas de groupe AB. Ils ne sont pas illimités, ces stocks. Plus tôt on groupe, moins on va consommer de O et de plasma AB. Et pour pouvoir assurer la rapidité en fait de ces groupages, il faut prévoir une logistique de transport de ces tubes et de transport des ordonnances de produits sanguins. Donc la quatrième fragilité, c'est grouper trop tard, voire pas du tout. Et la cinquième fragilité, c'est d'avoir négligé la logistique interne. S'il n'y a pas de logistique, il n'y aura pas de transfusion dans l'établissement de santé. Donc je recommande d'intégrer à l'avance dans vos cascades de déclenchement de plan blanc la logistique dédiée au sang. Alors, logistique pour les laboratoires biologiques en général, logistique pour l'imagerie, logistique pour les laboratoires qui font les groupages. D'avoir un coursier physique, humain, qui fait la rotation entre votre salle d'accueil des urgences absolues, ramène les tubes, les ordonnances de PSL et repart avec les produits sanguins, on a un système qui est robuste et qui permet d'éviter la saturation des moyens de communication, téléphone, fax et pneumatique. La plupart des pneumatiques qui transportent du sang en France n'ont pas un circuit dédié au sang. C'est un circuit commun avec la pharmacie et les autres laboratoires. Donc d'avoir un humain qui fait la rotation, c'est probablement le système le plus robuste. En termes de réapprovisionnement des sites, nous avons des navettes qui permettent de déclencher à 30 minutes, 1 heure ou 3 heures ou le lendemain. On va réapprovisionner dès qu'il n'y a plus de dire d'urgence absolue sur un site et ça va être piloté par la cellule de crise. Attention aux forces de l'ordre qui sont susceptibles de bloquer les accès à l'hôpital pour sécuriser l'hôpital. On peut faire déclencher en fait des laissez-passer par le ministère de l'Intérieur, passant par la préfecture, pour des véhicules avec une plaque d'immatriculation particulière et un chauffeur avec une identité particulière pour réapprovisionner le site. Mais quand les axes routiers sont coupés, on peut se retrouver en difficulté pour réapprovisionner un site de l'EFS et donc ramener des globules rouges, du plasma et des plaquettes pour continuer à transfuser. Donc la préparation est clé. Donc je vous recommande de prendre très précocement en compte la dynamique transfusionnelle dans les afflux massifs de victimes hémorragiques, en évaluant bien votre éligibilité de l'établissement, en programmant bien la logistique interne, l'identification des victimes et la cascade de signalement intégrant l'EFS, et surtout de mettre tous ces circuits à l'épreuve. Je regrette que trop souvent, les exercices d'afflux massif de victimes ne vont pas jusqu'au bout. On parlait de la stérilisation juste avant, je pense que c'est la même problématique, c'est de ne pas mettre à l'épreuve les circuits qui concernent également la transfusion sanguine. Et je repasse la parole à Monsieur Potcher. Merci beaucoup, Catherine. Donc, vous l'avez compris, il est indispensable qu'il y ait un dialogue extrêmement rapproché et particulièrement efficace entre l'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine, et notamment sur la définition du capacitaire, combien l'établissement de santé peut accueillir d'urgence absolue à T0, et est-ce que l'ensemble des urgences absolues pourront bénéficier de soins transfusionnels adaptés.
Pour répondre à la première question, on peut se fonder sur les travaux du docteur Aubrion, que je salue, qui travaille au SAMU 14 et qui, dans le cadre du projet SI Orsan, et dans le cadre aussi du passage de la flamme olympique en France en 2024, eh bien, avait pu établir la capacité nominale des établissements de santé pour accueillir à T0 des urgences absolues. Et donc cette enquête avait été menée sur 4 régions, elle a concerné plus de 250 établissements de santé, et finalement il existe une règle assez simple, la capacité immédiate en cas de crise pour ce qui concerne les urgences absolues et notamment hémorragiques, eh bien c'est 1/3 des capacités chirurgicales de cet établissement. Autrement dit, si dans votre établissement de santé, il y a 30 salles d'intervention, vous pouvez accueillir 10 UA à T0. Et donc, connaissant ce chiffre, eh bien, vous pouvez, en rapport avec votre AFS, établir la stratégie et notamment savoir si votre établissement de santé est entièrement éligible à l'accueil de blessés graves. Alors, il est également indispensable de maîtriser les autres briques de la Damage Control Resuscitation. Alors, bien évidemment, la stratégie transfusionnelle en constitue le pilier principal, mais il ne faudrait pas non plus oublier les autres outils, et notamment les dotations de matériel biomédical qui permettent d'assurer cette transfusion dans de bonnes conditions, à la fois en termes de vitesse, à la fois en termes de température à laquelle le sang va pouvoir être administré aux patients, et puis les différents moyens qui permettent d'administrer les autres traitements nécessaires, que ce soit les catécholamines, que ce soit les autres produits hémostatiques. Et puis on peut également céder, une fois qu'on a passé la première étape, le premier pack transfusionnel, des méthodes thromboélastométriques ou thromboélastographiques qui permettent, je dirais, une approche plus personnalisée de la stratégie transfusionnelle. Ainsi, on peut dissocier un petit peu 2 phases qu'on applique habituellement en cas d'afflux de victimes uniques, et à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un afflux, mais une stratégie finalement de phase précoce de transfusion massive qui se fonde sur des ratios transfusionnels. Et à partir du moment où on a pu initier cette stratégie-là, s'appuyer sur les méthodes d'hémostase conventionnelles ou les méthodes de thromboélastographiques pour déterminer finalement quel est le profil de la coagulation du patient et administrer les produits hémostatiques de façon la plus appropriée possible. Il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de médicaments très peu onéreux, mais particulièrement efficaces, et ça a pu être démontré à très grande échelle, et je pense notamment à l'acide tranexamique, dont on doit administrer le premier gramme, idéalement en situation préhospitalière, et un deuxième gramme ensuite sur 8 heures. On est là avec un niveau de recommandation particulièrement élevé, un niveau de preuve aussi très haut. Également traiter l'hypofibrigénémie, même si le niveau de preuve est un petit peu moins avancé pour ce qui concerne ce type de produit hémostatique. Se rappeler également que la quasi-totalité des réactions enzymatiques doivent se faire à une température la plus proche possible de 37 degrés et doivent se faire aussi avec des concentrations de calcium ionisé qui sont la plus proche possible des concentrations physiologiques. Or, ça a déjà été évoqué, la transfusion de produits sanguins et les autres conséquences du choc peuvent amener cette concentration de calcium ionisé à être en dessous des valeurs physiologiques, et donc il faut penser à la monitorer très régulièrement. Ça peut être fait avec une machine de gaz du sang, et il faut penser à la compenser aussi à chaque fois qu'un déficit a été mis en évidence. Alors parfois, dans les situations aiguës, on peut être amené à utiliser un médicament pour l'autre, et en ce qui concerne le calcium, il faudrait faire attention à ne pas utiliser le chlorure de calcium qui est très hypertonique contre le gluconate de calcium qui l'est beaucoup moins, notamment lorsqu'on administre ces produits sur une voie périphérique, puisque le chlorure de calcium étant très hypertonique, il peut provoquer des nécroses cutanées, et en situation à ma vie, eh bien, on ne fait pas toujours attention aux produits qu'on utilise. Et je vous recommande dans ces situations plutôt le gluconate de calcium, qui est beaucoup plus facilement utilisable, y compris en situation d'afflux massif de victimes. Je redonne la parole au docteur Imbrecht pour les perspectives d'avenir. Merci. Alors, la question se pose de la réintroduction du sang total, qui était le produit de base jusqu'à la guerre du Vietnam, grosso modo.
et qui ensuite a été abandonnée au profit des fractions du sang parce qu'elles se conservent beaucoup plus longtemps. Si aujourd'hui on conserve les concentrés de globules rouges pendant 42 jours, c'est parce qu'on peut les séparer des autres fractions du sang. Alors le sang total a le vent en poupe, à nouveau le vent en poupe. Il y a plusieurs études qui ont eu lieu. Il y a même des SAMU ou des ELI-SAMU aux États-Unis qui l'ont en stock, également en Norvège. On a une étude qui est en train de se terminer, qui est STORM en France, qui est une étude conjointe avec le Centre de transfusion sanguine des armées, l'EFS et 6 CHU, qui vise à démontrer la non-infériorité du sang total versus des plaques hémorragiques pour la première série de transfusions. Alors, ça paraît extrêmement attractif pour un réanimateur, pour un urgentiste, parce qu'on parle de poche de groupe O, on parle également d'un produit qui contient les bonnes proportions, en fait, entre les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Mais attention, on ne peut pas considérer que c'est un produit strictement équivalent, parce que au-delà de 7 jours de conservation, la qualité fonctionnelle des plaquettes décroît de façon rapide. Au-delà de 14 jours, on peut considérer qu'elles deviennent quasiment nulles. Et il y a des études qui vont jusqu'à J35 de conservation du sang total. Donc attention à ça. Également, passer du sang total de groupe O n'est pas compatible sur le plan plasmatique avec 60% des receveurs. Il y a des anti-A et des anti-B dans la fraction plasmatique de cette poche. Il y a de l'incompatibilité sur les résus. Et puis, il y a dans les études pilotes pas mal de gaspillage, en fait. Parce qu'en fait, on va gaspiller des produits O qui auraient pu être utilisés sous forme fractionnée. Il y a également la question des concentrés plaquettaires conservés au froid. Là, il y a plusieurs études qui sont terminées également, dont on attend la publication, l'étude conjointe entre les Australiens et les Américains, l'étude CHIPS. Ça pourrait permettre d'élargir le maillage territorial de la présence de plaquettes en France. Là où il n'y en a pas aujourd'hui, on pourrait envisager d'en stocker au froid dans les frigos des concentrés de globules rouges. Mais attention, là aussi, la recirculation des plaquettes est très raccourcie, mais le clou plaquettaire semble suffisant pour faire le travail de l'hémostase immédiate. Nous pensons conjointement avec M. Potcher qu'il n'y a pas de place pour le plasma lyophilisé dans un afflux massif de victimes. Comme je l'ai montré, le pic transfusionnel est décalé. Donc on a le temps de décongeler du plasma. Et les produits que vous connaissez, que sont le plasma lyophilisé du centre de transfusion des armées à gauche et le plasma lyophilisé médicament d'Octapharma à droite, donc c'est déjà beaucoup plus onéreux, ont également des stocks assez limités. Et si on peut avoir du plasma décongelé à 37, qui est à la bonne température, déjà prêt, je pense que dans ce contexte, ça n'a pas sa place. Donc en termes, si on récapitule les points clés de la résilience, une bonne évaluation de l'éligibilité de l'établissement est vraiment le prérequis en fait, de la construction de votre plan blanc en cas d'afflux massif de victimes hémorragiques, une communication précoce entre la cellule de crise du SAMU, de l'hôpital et de l'EFS pour évaluer le nombre de victimes et où elles vont être orientées, bien identifier les victimes, prescrire les groupages très précocement, dédier une logistique à la filière sanguine et faire des exercices qui intègrent la mise à l'épreuve de tous ces circuits me paraissent les points clés pour aujourd'hui. Et puis à l'avenir, on aura peut-être des retours vers le passé ou des nouveaux produits, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc vous l'avez compris, docteur Ambrecht et moi avons des objectifs un petit peu contradictoires puisque l'établissement français du sang, les ETS, mettent à notre disposition le plus rapidement possible et en grande quantité des produits sanguins labiles que nous nous efforçons en fait de consommer très rapidement pour les faire disparaître le plus rapidement possible. Mais ces deux objectifs contradictoires ont le même but final qui est celui des soins aux patients. Et ce dialogue qu'on doit absolument établir au sein des établissements de santé nous semble absolument indispensable pour pouvoir prodiguer les meilleurs soins. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce sujet de transfusion massive ? Alors, j'en aurais peut-être une ou deux. Alors, plutôt pour Julien ou les préhospitaliers dans la salle. Quid de la transfusion préhospitalière ? On en a une petite expérience en milieu militaire. Est-ce que c'est évoqué dans le milieu civil ? Alors la question revient très régulièrement, elle est très d'actualité, parce que vous le savez sans doute, les résultats de l'étude SWIFT ont été publiés cette nuit en fait, dans le New England Journal of Medicine. Et donc c'est la transfusion préhospitalière de sang total, une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni, plus de 650 patients randomisés, donc qui comparait
la transfusion préhospitalière de sang total jusqu'à 2 unités versus une transfusion préhospitalière de fraction de sang. Et le critère d'évaluation principal était la mortalité et la transfusion massive. Il n'y a pas eu de différence en fait entre les deux groupes. Alors bien sûr, il y a les études randomisées, puis il y a aussi la vie courante. Je pense que c'est très dépendant des temps d'évacuation. Parce que la transfusion préhospitalière impose des contraintes logistiques, notamment pour ce qui concerne les concentrés érythrocytaires qui sont extrêmement élevés, et un temps qui peut éventuellement être mis à profit pour se rapprocher le plus rapidement possible d'un endroit où l'hémostase définitive va pouvoir être réalisée, et où de l'hémostase, je dirais, mécanique peut être réalisée aussi, et parfois très efficace dans ces cas-là. Par contre, si les temps d'évacuation, si les temps d'élongation, pour parler comme vous, sont longs, effectivement, la transfusion préhospitalière peut être intéressante, mais elle impose des contraintes logistiques énormes. Alors, il est un produit, et Catherine en a un petit peu parlé, qui est celui du plasma lyophilisé. Celui-ci, les contraintes logistiques sont moindres, puisque vous le savez, c'est un produit qui est stable à température ambiante pendant plus de 2 ans. Et lorsqu'il est administré précocement, alors bien sûr, il n'apporte pas d'érythrocytes, mais il apporte des facteurs de la coagulation. Et ce qui avait été retenu dans les recommandations pour la pratique professionnelle, c'est que lorsque les temps d'évacuation sont supérieurs à 20 minutes chez une victime qui est manifestement hémorragique, eh bien la transfusion de ces plasmas lyophilisés, soit médicaments, soit produits dérivés des sangs, peut être légitime. Donc je dirais qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de réponse univoque, et encore une fois, c'est très dépendant des temps d'élongation. Alors j'ai aussi une question sur Je peux oui. embrayer sur la Norvège. La Norvège avait commencé avec des concentrés de globules rouges dans les hélices-murs de Norvège. C'est un pays qui est très peu peuplé, qui a des distances à couvrir extrêmement importantes. Et donc, quand ils partent en hélico sur un accident de la route, eh bien, ils emmenaient des concentrés de globules rouges. Ils emmènent aujourd'hui des poches de sang total. Mais ils ont, sur le sang total, beaucoup de pertes, en fait. Voilà, sur les rotations, ils n'arrivent pas toujours à valoriser les poches. Au retour, elles partent dans des caisses isothermes, électriques, avec des plaques euthétiques pour garder la température. Il y a des thermotraceurs pour essayer d'optimiser, de perdre le moins possible de poches. Mais il y a pas mal de gaspillage. Enfin, gaspillage. Ça dépend de ce qu'on entend par gaspillage. Il y a beaucoup de pertes. Voilà. L'objectif de couvrir en fait, les besoins hémorragiques de la victime à l'arrivée de l'hélico est couvert, mais il y a de la perte de produits sanguins. Ok. J'ai aussi une petite question un peu provocatrice. Banque sur pied et SSE, est-ce que c'est envisageable un jour ? Les walking blood banks. Alors ça, c'est des choses qui sont déployées dans le monde militaire. Donc, il s'agit de prélever des camarades de la même unité dont le groupe sanguin est connu avant l'intervention extérieure, avec des tests de qualification biologique du don, des tests rapides, notamment pour la recherche de VIH. C'est des systèmes qui, pour l'instant, ne sont pas étudiés pour le monde civil en France. Je serais intéressée d'avoir l'expérience des Ukrainiens, par exemple, savoir s'ils ont déployé ça dans le monde civil. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Si on veut s'y préparer, ça nécessite d'avoir des listings en fait de donneurs de sang mobilisables à proximité en fait du théâtre d'intervention et du matériel qui aujourd'hui n'est pas routinier à l'établissement français du sang. Nos plateaux de préparation, nos plateaux de biologie sont dans les murs en fait, et on n'a pas le matériel. Il faudrait totalement étudier une nouvelle façon de fonctionner, totalement dégradée, avec du matériel transportable dans des petites caisses. Nous n'avons pas cette expérience, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus. Je pense qu'il vaut mieux privilégier les chaînes logistiques à partir des sites fixes, sachant qu'on a quand même une grande résilience parce qu'on a plusieurs plateaux de préparation et de qualification des dons. À mon sens, spontanément, ma réponse serait de garder cette possibilité-là sur les villages de Norvège au-delà du cercle polaire et le monde militaire. Mais on peut en discuter. Il y a aussi un verrou législatif. Ah, complètement. Ouais. C'est pas autorisé. Bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Oui, professeur Boutonnet. Oui, Mathieu Boutonnet de Percy.
Je rejoins Julien là, sur l'utilisation du plasma lyophilisé, parce que j'ai juste une remarque sur le fait que l'on observe que le pic transfusionnel lors d'un AMAVI soit entre 5 et 7 heures. C'est une chose que l'on a observée dans les conditions toutes particulières d'un retard de la possibilité d'accéder aux victimes parce qu'il y avait de la conflictualité. Voilà. Il peut y avoir des AMAVI avec des délais d'arrivée dans les hôpitaux beaucoup plus rapides. Et je pense qu'en cas d'AMAVI avec des patients en choc hémorragique, notre objectif, c'est de réduire ce délai avant la transfusion parce que la mortalité dans un cas de choc hémorragique traumatique, c'est quand même extrêmement précoce avec une médiane de survie à 2 heures. Donc le plio, surtout dans les zones où il n'y a pas forcément beaucoup de plasma congelé, ça peut être un moyen d'avoir un stock de plasma sur étagère qui peut être utilisé, y compris en pratique courante d'ailleurs, et pour ne pas le laisser périmer. Merci.